Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pas de fièvre, pas de toussement, pas de... Tout va bien? Ok. C'est pas impossible. Donc voilà, oui, effectivement, c'est un remplacement au pied levé. Donc j'ai eu le temps de faire un tout petit peu de préparation. Vous ne me connaissez pas, je vais me présenter très rapidement. Donc je suis Didier Edry, je suis ingénieur saisie. Je suis accessoirement président de l'Observatoire international des crises et j'ai une tendance à dire que ça fait 20 ans que je fais ce métier, mais comme ça fait plusieurs années que je dis que ça fait 20 ans, ça commence à faire un peu plus long. Donc nous, j'ai la chance d'avoir une équipe et un cabinet qui ne fait que de la gestion de crise et de la communication de crise du matin au soir et parfois, malheureusement pour nos clients, du soir au matin. Donc on intervient sur des territoires assez grands, en Afrique, là je reviens du Brésil, bien sûr en France, en Europe et par ailleurs. Donc c'est au pied levé. Donc j'ai une collègue qui est, elle, spécialiste du coronavirus, mais malheureusement pour vous, elle n'est pas disponible en ce moment. Je pense que vous comprenez pourquoi. Qui est expert à l'OMS et puis pour la Banque mondiale et qui a travaillé déjà en amont pour plusieurs pays sur la préparation des plans de continuité et de la communication en cas de des choses aussi charmantes que de bioterrorisme ou effectivement de crise du type alors un peu plus compliqué à gérer que le coronavirus, à savoir Ebola et autres. Alors, elle m'a fait quand même l'amitié de me donner quelques conseils entre deux portes, puisqu'on voyage beaucoup. Donc, voilà pour nous résumer. Alors, bon, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont plutôt du domaine de l'informatique dans la salle, et donc l'idée, c'est quand même de comparer un peu, finalement, les deux domaines, pour comprendre un peu la façon dont ça fonctionne. Un virus biologique et un virus comparé à un virus informatique. La première chose, c'est qu'un virus biologique a besoin d'un hôte. C'est pas comme une bactérie qui peut vivre toute seule dans son coin, entre guillemets, sur un substrat. L'hôte étant une cellule, d'une façon générale, tout comme en informatique, on va avoir un programme hôte. C'est pour ça d'ailleurs que les mesures d'hygiène qu'on vous conseille sont vraiment les bonnes, parce que le virus ne peut pas vivre à l'air libre très longtemps. Il va très vite s'éteindre. La problématique de la propagation. Donc, entre les réseaux informatiques et... vous m'arrêtez, c'est vous les spécialistes, enfin, pas forcément tout le monde, mais de l'informatique. Il y a plus de danger, en fait, quand un virus se propage sur le réseau que si, à un moment donné, il reste isolé sur une clé USB, même si je sais que la clé USB est une des portes d'entrée des virus. C'est un peu pareil pour un virus d'ordre biologique, puisque, finalement, il a besoin de réseaux humains pour pouvoir se propager. Bon, avec quelques complexités également sous-jacentes, c'est qu'on peut avoir des hôtes différents que les humains sur certains virus. Le coronavirus, j'en sais strictement rien. Et pour l'instant, c'est quand même quelque chose qui... Même si on connaissait les coronavirus, mais celui-ci, on ne sait pas trop bien. Les dommages qui peuvent causer, en fait, destruction partielle ou totale de l'hôte. C'est pour ça que, d'ailleurs, même si elle est épouvantable, la crise Ebola, en fait, est jugulée parce que le virus tue très rapidement ses hôtes, donc ça évite de contaminer. C'est-à-dire, on a un taux de mortalité sur Ebola qui est de l'ordre de 50 à 60%. On va reparler tout à l'heure, on va évoquer pourquoi est-ce que ce n'est pas une grippe saisonnière non plus, le coronavirus. Les données, les virus savent muter. C'est pourquoi, d'ailleurs, sur la grippe saisonnière, chaque année, il faut refaire le vaccin parce que le virus mute, donc avec plus ou moins de bonheur. Je conseille quand même globalement aux personnes de se faire vacciner contre la grippe saisonnière qui fait, dans la saison précédente, elle a fait entre à peu près 8200 morts, la grippe saisonnière. C'est pas rien quand même. Donc petit conseil, vaccinez-vous et à la limite, les mêmes mesures que vous prenez de lavage des mains plus fréquent et autres, faites-le au moment de l'épidémie de la grippe saisonnière. Et puis l'idée également, c'est d'isoler, comme en informatique, c'est d'isoler la menace, tout d'ailleurs les mesures de confinement, d'isolement et autres. Donc voilà pour la petite comparaison. Pourquoi parce que si on regarde les chiffres de la grippe saisonnière qui, cette année, alors, sont particulièrement bons, hein, c'est-à-dire que les mesures qui servent au coronavirus, on peut imaginer qu'elles servent également à limiter la propagation de la grippe saisonnière.
je dis on peut imaginer. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est le cas. Alors la grippe fait si quelqu'un est atteint par la grippe, entre 0,1 et 0,2% de décès. Et si on prend uniquement des décès liés à la grippe, c'est-à-dire pas une autre pathologie conjuguée avec la grippe, un affaiblissement, on descend encore de 10%. Alors que les chiffres actuels sur le coronavirus, c'est de 1 à 3% de décès. Donc pour quelqu'un qui est atteint. Après, ça dépend des pays. Vous voyez, en Italie, quand même, il y a beaucoup de décès, mais c'est un des pays où il y a une population âgée qui est beaucoup plus importante, en fait, et qui, visiblement, est beaucoup plus fragilisée par le virus. Pourquoi ce n'est pas non plus la grippe saisonnière ? Eh bien, également, tout simplement parce qu'il a un taux de reproduction, c'est-à-dire la capacité d'une personne à contaminer une autre, qui est beaucoup plus importante le coronavirus, qui est à peu près pareil, entre 2 et 3 personnes, c'est-à-dire une personne contaminée va contaminer 2 à 3 personnes, alors que la grippe saisonnière, en moyenne, on a des chiffres très connus, et plutôt de 1,5 personnes de contaminées. Voilà pourquoi, à un moment donné, on peut s'interroger pourquoi tant de mesures pour le coronavirus qu'on ne prend pas forcément pour la grippe saisonnière. Voilà plusieurs raisons. En plus, il y en a d'autres quand même, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. La grippe saisonnière, on la connaît globalement. On sait que à un moment donné, ça va s'éteindre aux alentours d'avril progressivement. Là, on n'a pas vraiment d'idée sur la question. Mais après, moi, je doute un peu malgré tout de ce qu'on peut nous raconter comme information depuis la Chine, parce que je ne comprends pas pourquoi le virus s'éteindrait aussi. Mais bon, je ne suis pas médecin non plus. Je n'irai pas faire de commentaires sur le sujet. Donc il y a effectivement des risques pour les entreprises et pour les organisations, voire pour la désorganisation des entreprises. Contamination interne, tout ça va vous paraître évident. Absentéisme qui peut devenir à un moment donné de l'absentéisme massif. Ce à quoi on s'était préparé déjà malgré tout en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, il y avait quand même beaucoup de plans de continuité d'activité lors de H1N1. Une personne clé qui peut être malade. Vous avez vu que le patron d'aéroport de Paris, Paris Aéroport maintenant, est malade. Vous pouvez avoir des défaillances parce qu'on n'est pas tous à Aéroport de Paris. Moi, je suis patron d'une petite boîte de 10 personnes. Hein, j'en suis parfaitement conscient. Vous pouvez avoir des personnes clés malades. Vous pouvez avoir des défaillances de fournisseurs, notamment de fournisseurs critiques. Pour certains, et je plains les gens qui sont dans l'événementiel, même si finalement ici c'est une belle réussite aujourd'hui, vu le nombre de personnes qu'il y a, des pertes de marché. La problématique, alors, quand on parle de plan de continuité d'activité, c'est vrai que tout ça nous vient quand même de l'informatique initialement. Un peu comme la gestion de crise nous vient des militaires et des pompiers initialement. Et puis la problématique des prestataires critiques. Et puis des risques associés, donc on en parlera un peu plus tard sur la réglementation par rapport à ce qu'on peut faire ou pas faire concernant le coronavirus, parce que entre des suspicions de cas, des cas et autres, des règles de gestion des ressources humaines qui vont devoir être modifiées. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Enfin, il y a plein de questions. Si quelqu'un vient chez vous et se fait contaminer, ou quelqu'un de contaminé qui vient, enfin, il y a plein de questions d'ordre juridique également. Mais on va y revenir. D'abord, il y a des lieux de contamination. La première inquiétude, c'est ce qui concerne les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public. Effectivement, ce sont des lieux de contamination possibles, dont certains sont particulièrement utiles, hein, comme les lieux des ERP quand on pense aux hôpitaux, par exemple, hein, tout simplement, les supermarchés. Le bonheur des open space. Alors, la grande mode des open space, c'est bien, ça a des avantages, et puis ça a des inconvénients lorsque, à un moment donné, on a effectivement des maladies contagieuses. Le partage de matériel, le matériel commun qu'on peut avoir à un moment donné. Donc, c'est des questions quand même à se poser concernant les lieux de contamination. Des lieux de passage, la porte. Donc, tu as une demoiselle qui sort là, donc elle pousse généreusement la porte comme il se doit pour l'ouvrir. Donc, c'est des lieux
de contamination, les ascenseurs également. On conseillerait presque de privilégier les escaliers quand c'est possible. Tout ce qui est réunion, formation, salle de repos qui peut y avoir, salle de détente et autres. La problématique des cantines se pose également. Donc, nous, on a par exemple un client qui nous a appelé pour traiter de cette problématique-là, donc un ERP, avec une cantine. Qu'est-ce que je fais pour de la cantine? C'est une question qui est quand même intéressante. Et puis, tout le monde le sait ici, transport en commun. On pourrait imaginer une multitude de lieux de contamination possibles. Donc, pourquoi est-ce que également le coronavirus n'est pas la grippe saisonnière? C'est parce qu'il y a une multitude d'incertitudes le concernant. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut muter, pas muter? Il y a eu des suspicions de mutation. Après, on a dit oui, mais c'est des mutations qui sont extrêmement légères. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la biochimie sur les enveloppes protéiniques et autres. La durabilité, donc on en a parlé tout à l'heure. Ça va durer combien de temps cette affaire? Ça, on ne sait trop rien. Moi, je reviens du Brésil où on m'a convié à une conférence en septembre. On est en train de me dire que la conférence va être peut-être annulée. Donc, septembre, c'est encore loin. Mais c'est vrai qu'eux rentrent dans l'hiver. Est-ce qu'il va muter ou pas muter? Ça, on vient d'en parler. La problématique du stade de propagation, donc la façon dont les choses sont gérées, pose également des questions. Pourquoi est-ce qu'on le gère de telle façon en Italie, de telle façon en France, de telle façon dans un autre pays? C'est des doctrines, en fait, qui sont appliquées. Alors, à quel niveau on est, à quel niveau on va être, quand est-ce qu'on va être à un autre niveau, à savoir le niveau 3, on décide de laisser beaucoup plus faire, en fait, lorsqu'il y a le niveau 3, que si on est en niveau 2, où on va isoler très directement l'ensemble des personnes qui peuvent être infectées, essayer de détecter qui peut être infecté et autres. En niveau 3, on n'a plus la possibilité de dire on a un patient zéro quelque part et on va voir tous ceux qui ont été en contact avec, ça ne marche plus. Enfin, vous avez trop de personnes pour pouvoir commencer à dire on va isoler tant de personnes de façon spécifique. On va arrêter les réunions, on va arrêter les matchs de foot, je ne sais pas, mais enfin et autres, mais on va laisser faire un peu plus les choses parce qu'on n'a pas eu les moyens de pouvoir le gérer. Vous avez vu au début, dès qu'il y avait un cas quelque part de suspect, on allait chercher qui avait pu côtoyer la personne pour pouvoir isoler l'ensemble. Si on passe au niveau 3, ça veut dire qu'on n'est plus en capacité de le faire. On est comme dans la grippe saisonnière. Quelqu'un est atteint, on ne cherche pas qui a été atteint autour. L'exercice des droits de retrait, on peut avoir à un moment donné des surprises. On a connu les grèves concernant les transports. Il peut y avoir des droits de retrait sur tous ceux qui côtoient des personnes et autres. Je vous passe et c'est pas dans les diapositives en fait. Mais moi j'ai été assez surpris de voir qu'il commençait à y avoir des rayons vides concernant les pâtes et le riz en France. Je vais vous rassurer, en Australie ils se battent pour du papier toilette, mais quand je dis ils se battent, c'est physiquement. Donc chacun son truc. Chez nous, c'est pâtellerie. Des doutes, vous, sur des prestataires. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a un proche de contaminé? C'est-à-dire est-ce que l'activité s'arrête totalement ou pas? C'est-à-dire, le stade 3, le problème du stade 3, c'est qu'il y a le moment où on se dit... au stade actuel, vous avez un proche de contaminé, vous allez être mis en quinzaine. Isolé en quinzaine. Au stade 3, on va cesser d'isoler tout le monde, si vous voulez, parce que sinon, c'est le pays entier qui est isolé. La doctrine, en France, c'est essayer pas forcément, on ne peut pas arrêter l'épidémie. C'est essayer de faire en sorte que les services de santé ne soient pas débordés. C'est pas gagné, quand même, en cas où ça aille plus loin. Qu'est-ce qu'on fait en cas de fermeture d'école, les problématiques de garde et autres. Alors, vous allez voir, c'est très court. Après, on passera aux questions-réponses, parce que comme c'était une préparation au pied levé. Si on parle plus particulièrement du domaine informatique et des directions des systèmes d'information et informatique, donc qui peuvent être quand même une grande aide pendant toute cette période-là, et on va voir pourquoi. La première chose, en fait, c'est de se dire, et d'ailleurs c'est ce qu'on va dire d'une façon générale dans les entreprises et organisations, c'est que si vous voulez aider les autres, c'est comme dans l'avion, c'est l'histoire du masque à oxygène. Vous avez déjà écouté le message, vous commencez par mettre vous le masque à oxygène avant d'aider un proche à côté.
C'est un peu la même chose qu'il faut réaliser, en fait. Dans nos conseils, primo conseil, en fait, c'est de dire on va faire en sorte d'éviter qu'une équipe complète soit contaminée. Une direction complète et une direction informatique complète. Donc il y a un travail à réaliser pour dire comment on va faire en sorte de scinder les équipes. Donc c'est à partir du moment où on passe notamment au stade 3. C'est-à-dire qu'il y ait des personnes clés qui ne se croisent plus. Et plus les mesures d'hygiène, de nettoyage de matériel et autres. Donc comment on fait pour scinder les équipes pour éviter que tout le monde soit contaminé en même temps et que tout le monde se retrouve en quinzaine simultanément. La question des prestataires critiques, parce que pour l'instant tout fonctionne globalement, en France en tous les cas, Internet, etc. Quel prestataire critique on peut avoir à un moment donné? On n'est pas tous donc des grosses entreprises. Prestataire critique, ça peut être une petite entreprise du coin, hein, qui peut être à un moment donné un prestataire critique. Est-ce que le prestataire critique a pris des mesures, elle, pour pouvoir continuer sa propre activité? Donc c'est quand même quelque chose qui semble important. Vérifier la possibilité d'avoir un grand nombre de collaborateurs en télétravail. Alors c'est plus ou moins évident parce qu'il y a une part de ressources humaines, il y a une part de matériel informatique, il y a une possibilité de se connecter ou de pas de se connecter. C'est-à-dire, vous connaissez tout ça mieux que moi. Qu'est-ce que vous avez comme matériel à dispositif? Et puis des règles pour la maintenance du matériel des collaborateurs, par exemple. Pas la possibilité d'être exhaustif. C'est quelqu'un vous ramène un matériel en panne, vous avez intérêt à ce qu'il soit préalablement désinfecté par la personne elle-même qui possède le matériel. C'est-à-dire que ça fait partie des règles qu'on peut ajouter. Donc mobiliser pour la gestion de crise. Bon, quand on regarde la façon dont on tente de gérer l'épidémie, on va faire en sorte qu'il y ait un contrôle beaucoup plus strict des accès. Donc nous, on a des endroits où ils ont commencé à avoir des thermomètres laser. Vous savez, donc vous pouvez prendre la température à distance, pouvoir isoler les personnes qui auraient de la température. Alors c'est peu compliqué parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un tu rentres chez toi comme ça parce que tu as de la température. La température peut être due à une rage de dents, quoi, à n'importe quoi. À n'importe quoi d'autre. Donc ça passe par la médecine du travail. Et puis certains essayent d'instaurer ce qu'on appelle dans ces cas-là une zone verte. En fait, c'est une zone dont on espère, on fait tout pour que le virus soit exclu de cette zone physique. Donc ça exige un contrôle des accès qui soit particulier. Quelqu'un qui a de la température ne peut pas passer par la zone verte, mais on ne lui interdit pas forcément de travailler pour autant tant qu'il n'y ait pas forcément une vérification que ce soit bien le coronavirus. Il y a également au niveau des SI peut-être des modifications d'ordre logiciel et autres pour la réservation de salles, parce que les salles doivent être désinfectées après avoir été utilisées. Dans les règles tout à fait banales, c'est celui de l'écart. Hein, donc nous, on préconise un écart. Alors, mesdemoiselles, par exemple, de ne pas être une à côté de l'autre, comme vous l'êtes là, et qu'il y ait une chaise d'écart, en tous les cas, entre vous, de sorte qu'on limite, même si la distance n'est pas suffisante, elle devrait être plus grande. Hein, théoriquement, ça serait plutôt 1,50 m qu'une chaise. Mais déjà, ça permet de limiter la contamination. L'information, en fait, effectivement, il y a une demande plus forte d'information où les SI peuvent agir. Modification des règles d'utilisation du matériel informatique, notamment, on l'a dit tout à l'heure, le matériel partagé. Donc, dans certains endroits, en fait, chacun va sur un poste. Là, on est plutôt à se dire que chacun doit avoir son poste dédié de travail pour éviter les contaminations. Pose une question pour la CNIL, en fait, également, c'est-à-dire... là, je n'ai pas la réponse. Le temps de préparation était trop court. À savoir, la question qui va se poser, c'est qu'en gros, il y a une période de 15 jours, un peu plus. Alors, chaque jour, on en apprend sur ce virus, hein, de contamination possible, c'est-à-dire que qui a pu être, à un moment donné, en contact avec
avec la personne. Et l'informatique peut à un moment donné checker les accès qu'il y a pu avoir pour pouvoir savoir qui a été en contact ou qui a été réservé telle salle ou autre. Alors c'est toujours pareil, c'est le problème de la CNIL derrière. On va en parler, pendant 2 minutes. Mais à un moment donné, il faut savoir que dans des situations de crise, on peut passer outre, après autorisation et autorisation depuis l'État, décret et autres, mais ça peut être extrêmement rapide, un certain nombre de lois et de législation. Nous, on a un ancien préfet dans l'équipe qui disait j'adorais les crises parce que j'avais pas besoin de 3 semaines pour passer, ou 3 mois pour passer un appel d'offres. Je pouvais mobiliser ce que je voulais. Après, je devais rendre des comptes, mais donc les situations d'exception permettent parfois d'utiliser des règles d'exception. Le tout, c'est que tout le monde en soit quand même informé. Et puis, je l'ai mis, organiser la possibilité pour la cellule de crise de fonctionner à distance. C'est simplement parce que dans les multiples conseils que j'ai pu voir fleurir depuis que je suis rentré du Brésil, il y en a un qui était de dire il faut absolument réunir la cellule de crise pour gérer la crise coronavirus. Ben non, justement pas. Effectivement, non. On va la réunir de façon virtuelle, on va la réunir à distance, mais ce n'est pas le moment de mettre l'ensemble d'un comité exécutif autour d'une table, avec le risque que l'ensemble du comité exécutif soit effectivement malade. Ce qui veut dire également, parce que c'est vrai que là je vais revenir quand même sur mon terrain de prédilection qui est plutôt la gestion de crise, c'est à savoir la capacité de pouvoir conserver en permanence la capacité décisionnelle, la possibilité de la capacité décisionnelle. Ce qui veut dire également, si on revient au SI, les modifications possibles de droit d'accès à un certain nombre d'informations, parce qu'on va devoir remplacer un certain nombre de personnes en cas de contamination. C'est un vrai problème, hein, la capacité décisionnelle. C'est ce qu'on la garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en permanence. C'est-à-dire qui a les clés de la boutique en cas de crise, en fait. Ou alors jusqu'à quel niveau d'autorisation une personne remplaçante peut être. Et puis, dans des cadres comme ça, quand on a une crise, notamment s'il y a de l'absentéisme massif, donc on se retrouve avec une surcharge de travail ensuite, donc à réaliser. Donc il y a le plan de reprise d'activité, là c'est pareil, ça vient de l'informatique initialement. On a été copié ça par ailleurs, et toute la gestion du retour à la normale, passé la période de crise. Donc il y a une multitude de points. Et bon, la gestion de crise, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On regarde donc les vulnérabilités, on se dit qu'est-ce qui peut se produire à un moment donné ou à un autre par rapport à ce qu'on a pu voir comme vulnérabilité, comme risque en fait. Et puis à un moment donné, vous préparez à ce qu'un événement déclencheur fasse en sorte que, d'une part, vous rentrez dans une phase d'urgence, donc les premiers réflexes à avoir, et puis après une phase de gestion de crise, à savoir comment je vais gérer l'ensemble des impacts de la crise pour en diminuer les effets et faire en sorte qu'on revienne à la normale, ou alors on utilise beaucoup le terme de résilience, mais qui est un peu mis dans toutes les sauces, donc, y compris d'ailleurs c'est dans le titre que nous avons donné, qui est en fait la capacité de l'organisation à se réadapter post-crise. Là, on n'est pas sur une crise identique à cette façon de gérer. Parce que quand on est une entreprise et une organisation, sur les crises qui viennent de l'extérieur, quand il y a des incertitudes, la seule chose qu'on peut faire, c'est gérer un certain nombre d'impacts qu'on peut avoir personnellement, mais pas gérer le fond de la crise. Le fond de la crise appartient aux autorités, aux autorités, aux politiques d'ailleurs. Si on regarde pour l'instant la réponse en France et surtout médicale, en Italie, elle est devenue quasiment politique. Donc on est sur des courbes cette courbe que je décrivais ne fonctionne plus en fait. Elle ne marche plus. On est sur d'autres paradigmes. Alors après, ça pose effectivement les problèmes, si ça s'étend beaucoup, les problèmes principaux, hein, c'est-à-dire tout ce qui est opérateur d'intérêt vital, donc ce qu'on doit pouvoir conserver, nourriture, soins, banque, électricité, Internet et autres. Ensuite, il y a l'ensemble des moyens de transport, enfin,
Donc tout peut être considérablement impacté. Là, on ne s'en rend pas forcément compte, mais je pense que si on passe les Alpes, là, tout de suite, eux doivent se dire... Enfin, ils sont passés quand même à un autre niveau que le nôtre. Donc c'est quand même une crise qui est quand même assez exceptionnelle. Je vous dois un aveu quand même, parce que moi, au départ, je me suis dit, bon, ok, c'est un peu comme la grippe saisonnière. Puis à un moment donné, on se dit, mais non, finalement, c'est pas vraiment la grippe saisonnière. Et donc, notre spécialiste chez nous qui me dit, ben non, tu te trompes complètement, c'est pas la grippe saisonnière, en fait. C'est beaucoup plus important que ça, en raison notamment de l'ensemble des incertitudes qu'il peut y avoir, de la dangerosité du virus et de la durabilité de l'épidémie. Donc, on ne peut pas se dire, on attend que ça arrive chez nous pour s'y préparer. Je crois qu'il est important pour chacun de se préparer vraiment à gérer cette crise et à prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour pouvoir la gérer. Isoler, effectivement, faire en sorte que vous n'ayez pas les postes clés, notamment, c'est vraiment très important, où vous perdez l'ensemble des postes clés. Vous perdez un service ressources humaines complet, une direction des services informatiques complète, vous perdez la direction. Ça, il faut absolument faire en sorte que tout ce qui est clé puisse continuer à fonctionner. Quelques mots concernant des prudences sur la collecte des données. Donc, à partir du moment où on travaille sur ces points-là, alors, il y a quand même un client qui dit oui, moi, si je contacte quelqu'un, enfin, on va prendre une mesure de température laser. Quelqu'un qui a de la température, il ne rentre pas. Mais non, ça ne marche pas. On dit, mais vous ne pouvez pas jeter les gens comme ça dehors parce qu'ils ont un peu de température de façon brutale. Vous ne rentrez pas au bureau, quoi. Donc, il y a quand même des règles. Là, j'allais parler de DPO, mais il y a des règles autres à réaliser. C'est un chemin précis, la possibilité d'avoir une salle pour isoler une personne en attendant de savoir plus sur son cas, plutôt que de dire on va jeter à personne. D'où l'idée, je reviens à celle-ci, de zone verte, par ailleurs. Concernant l'ensemble des données, tout ce qu'on peut recueillir sur le sujet, il y a quand même des limites, bien sûr. Alors, il y a quand même, pour une entreprise, l'obligation de protéger ses employés. Et puis, dans les règles de la CNIL, donc, prendre des mesures Les employeurs ne peuvent pas prendre des mesures susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte de données de santé, qui irait au-delà de la gestion des risques de suspicion au virus. Vous allez trouver ça, si vous tapez CNIL, coronavirus, vous trouverez l'ensemble des recommandations de la CNIL, bien plus complètes que ce que j'ai pu mettre là. Ce qui veut dire qu'on n'a pas l'interdiction, j'aime pas les nœuds, parce que c'est plutôt, il semblerait qu'on soit autorisé quand même à collecter des données concernant la suspicion d'exposition au virus, concernant les personnes. Donc, voilà un point. En cas de signalement, un employeur peut consigner la date et l'identité de la personne suspectée d'avoir été exposée. Là, c'est plus clair. Les mesures organisationnelles prises, confinement, télétravail, orientation, prise de contact avec le médecin du travail, le médecin du travail étant quand même un des points importants sur le sujet. Alors voilà ce que, au pied levé, je voulais vous dire. Avec un petit conseil malgré tout, si je peux me permettre, pas de panique en fait. La panique crée la panique. C'est-à-dire si tout le monde se met à dévaliser les pâtes, le riz, l'huile, etc., oui, il y aura des pénuries. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de beurre, de pénurie de beurre. Il y a quoi ? Il y a 2 ans, quoi. Cette pénurie de beurre. Et la pénurie de beurre est née du fait qu'on s'est rué sur le beurre. C'est pareil d'une façon générale sur les stations-service, qui ont du stock, mais les stations-service sont vidées par le fait de la peur de ne pas pouvoir avoir de l'essence. Donc on devrait, dans une période un peu difficile comme celle-ci, avoir tous des comportements en fait un peu plus citoyens. Voilà ce que je voulais vous dire en substance.